sur un Japon à 2 heures de l'après-midi. Mais le matin, bien. Il faut un peu de chance, un peu de patience, et même avec une puissance raisonnable, quand c'est une station normale, il y a moyen d'y arriver. Le contact en HF dépend aussi de la propagation. Alors, il vous faut chez vous la liste de ce que vous avez déjà fait. Didier et moi, on va vous parler aujourd'hui, et peut-être Jean-Pierre, du trafic en HF. Selon votre licence, mais vous avez l'autorisation d'aller sur des bandes différentes. Les ON3, je crois qu'ils n'ont pas les WARC. Et donc le trafic en HF, c'est quelque chose de... On dirait que c'est facile de faire un contact et puis de passer à un autre QSE, un autre contact. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident d'abord de pouvoir décoder un indicatif. Un indicatif, c'est donc qui détermine l'endroit, le pays, la région, le niveau de licence parfois du correspondant. L'azimut, oui, donc l'endroit forcément permet de décider, enfin de diriger plutôt son antenne vers la station que l'on écoute, et donc l'indicatif permet de savoir ça par le préfixe. Les préfixes sont des ranges, des blocs de préfixes attribués par l'ITU pour les stations de chaque pays. En l'occurrence, en Belgique, c'est de N à T. Donc ce qui commence par ON jusqu'au T. Et quand on dit le Z, c'est la dernière, la lettre après le chiffre. Donc toutes les stations dans le monde entier ont des préfixes qui leur sont attribués par l'autorité de régulation de leur pays, tenant compte des recommandations ou des plages d'indicatifs internationaux. Donc en Belgique, c'est ON jusqu'à OT. Le trafic en HF, il existe sous plusieurs manières, sur plusieurs modes. On trouve le mode actuellement, principalement, on trouve le morse, la phonie, le télétype RTTY, et alors les deux nouveaux modes, FT8 et FT4. Le contact en HF dépend aussi de la propagation qu'il y a sur les bandes HF et l'heure à laquelle on veut opérer une station sur une bande déterminée. La bande 40 mètres, par exemple, si vous le faites à, je sais pas, 13 heures, ce ne sera pas le même rendement que si on le fait à 20 heures ou 21 heures. Par contre, c'est l'inverse, enfin c'est l'inverse plus ou moins, pour le 28 mégas, où là, c'est inutile de faire du contact en phonie, je précise en phonie, à 9 heures du soir. Si vous le faites en FT8 ou en FT4, ça c'est possible de faire des contacts parce que la voix portée par l'onde n'a pas la même capacité, je vais dire, à être entendue. Je n'entre pas dans les détails, d'être entendu chez un correspondant. Didier va vous expliquer avec des slides comment, en pratique, le trafic DX se fait. Je vais lui laisser la parole et j'interviendrai pour 2-3 trucs après. Mais voilà, on va essayer de répondre aux questions qui ont été posées tout à l'heure. Paul a déjà résumé pas mal de choses, mais vous avez besoin d'outils indispensables, si vous voulez, comme il est marqué, arriver au 100 pays, le DXCC, et l'honor roll, c'est-à-dire les 300 pays actuels, moins 10. Ça ne se fait pas en un an, ça se fait en très longtemps. Au début des 80, je dis l'honor roll, je ne l'aurai jamais. Quand j'ai eu ma retraite il y a 15 ans, j'ai fait les comptes de ce qui traînait dans tous les logs, mais j'avais l'honor roll. J'en savais déjà rien. Mais ça ne s'attrape pas
avec n'importe quoi, et on va vous décrire les meilleurs moyens d'avoir dans votre station les outils indispensables pour avancer relativement vite dans l'acquisition des pays. Il y a une cinquantaine d'années, on était parrainé par des vieux radioamateurs, des anciens du Congo belge, des OQ5. OQ5, c'était le préfixe du Congo belge, où on était parrainé aussi par des vieux radioamateurs qui avaient construit leur station, qui avaient un maître oscillateur, qui avait construit tous les étages de leur émetteur. Et de ce fait-là, on n'avait plus assisté à l'évolution de leur trafic et on était bien écolé. Vous connaissez les indicatifs, on connaît les heures d'ouverture, vous savez ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Et aujourd'hui, on peut se rendre compte que, comme il a été évoqué tout à l'heure, il y a un peu d'anarchie sur les bandes. On ne respecte pas l'alphabet phonétique. On ne respecte pas le split quand il y a lieu. On appelle n'importe comment. On appelle même des stations qu'on n'entend pas, parce qu'on les a vues sur le cluster. Et il y a quelques années, ON4UN, notre regretté président, a écrit un excellent bouquin avec ON4 Whisky. Et ce bouquin, qui ne comporte que 75 pages, je pense qu'Albert l'a mis sur le site. Ouais. Vous devez le lire parce qu'il résume la meilleure façon de travailler, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il résume pour toutes les bandes, pour tous les modes. Ça vaut la peine d'être lu. Il y a des pages qui ne vous intéresseront certainement pas, pour le satellite, pour le Moon Bounce ou Dieu sait autre chose, mais ça résume tout. Ça résume tout pour la procédure à appliquer pour être propre sur l'air lorsque vous faites des QSO. Donc, comme j'ai dit, vous avez eu la chance de faire un examen facile, mais il y a un tas de sujets qui n'ont pas été abordés. C'est pour ça qu'on va vous les rappeler ou les souligner aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, Sabir, tu mettras ça sur le site. Oui, donc je mets ça, on mettra ça sur le site, c'est un résumé. Donc, dans ce bouquin, à part le FT8, tout est décrit. Et il sera disponible, comme Albert l'a dit, sur le site. Voilà la première page du bouquin. C'est en PDF, 75 pages. Pour travailler facilement, comme il a été suggéré aussi, la plainte de manque d'informations, vous avez les infos en temps réel sur le cluster. Il défilait tout à l'heure sur le site ici. Sur le, oui, et sur le site de F5LEN, là aussi, il y a directement en ligne les infos DX. Donc là, vous avez l'annonceur. Vous avez le node, ça n'a pas d'importance, la fréquence et le DX. Un commentaire, mais l'essentiel c'est vérifier l'annonceur, parce que si c'est un VK qui signale un japonais, ça ne vous intéressera certainement pas. Par contre, si c'est un allemand qui vous renseigne un DX intéressant, c'est toujours bon à prendre. Donc tout ça, par exemple, W7SW, il y a peut-être des choses que vous n'entendiez pas, le 9A3TR sur 21016, parce que c'est un américain qui l'annonce. Maintenant, DLC-JZ, là, qui annonce un VE3EJ, ben, il y a des choses que vous l'entendiez sur 28068. Donc tout ça vous permet d'avoir plus facile de trouver un contact. Et le revers de la médaille, c'est que vous ne faites pas l'effort de décoder l'indicatif. Vous l'avez devant vous, vous ne faites pas l'effort. Enfin, il faut essayer quand même de l'écouter. Ici, vous voyez un Autrichien OE6 qui est connecté à un cluster au Brésil, qui entend VK9CVG, qui est Kokoski Link. C'est un DX. Et c'est un DX, sur 14260, en phonie, forcément. Il y a des concours, les SOTA sont signalés, les Flora-Fauna, toutes les activités un peu particulières. Là, pour ça, c'est intéressant. Mais il y a beaucoup trop de spots qui n'intéressent personne. Et les commentaires aussi sont superflus. Et tu as des concours tous les week-ends. Hein. Oui, donc, pour revenir aux infos, pour les activités futures, vous pouvez les avoir en mail en s'inscrivant sur l'UBA. Et
pouvez les avoir aussi sur les infos de F6AGA. Tous les 15 jours, ils publient 4 pages en PDF avec toutes les activités futures, ainsi qu'un rappel des activités en cours, ainsi que des infos pour les QSL managers, etc. Donc sur le site de F6AGA. Vous avez le cluster qu'on voyait tout à l'heure. Il y a un accès chez Paul, avec l'adresse qui figure ici. Là, vous avez les infos en temps réel. Ici, l'affichage est succinct, mais vous avez, donc à gauche, vous avez l'annonceur, la fréquence, le DX intéressant et un commentaire éventuel. Et ça vous suffit amplement. Et là, par les commandes cluster, si vous les connaissez, vous pouvez filtrer certains arrivages chez vous. Et vous pouvez sélectionner par bande. Et vous pouvez aussi envoyer des messages via les clusters en les écrivant dans le bandeau bleu qui est en bas. Mais pas des messages du style « Armand, as-tu fait le contact ?» Non. Non, mais de toute façon, ça ira à l'intéressé auquel vous adressez le message. Et vous avez les commandes cluster qui vous permettent d'avoir des renseignements. Par exemple, ici, j'ai tapé Show Sun en 3 Yankees et le cluster m'a répondu les heures de lever et de coucher de soleil, très intéressant pour Bouvet, ainsi que l'azimut en short pass 181 degrés et en via le pôle Nord en 1 degré. Et ça, directement, en tapant les quelques lettres qui sont là en haut, vous avez en retour l'information. Alors, les expéditions, Jean-Pierre pourrait faire un commentaire sûrement. Oui. Le trafic se fait généralement ou très souvent en split, en C-double et en SSB, en CW 2 à 5 kg plus haut, jusqu'à 20 kg lorsque c'est une expédition intéressante. Bouvet, là, il y a 15 jours, était à 12 à 13 kg plus haut et je l'ai fait un peu plus bas. Donc ils écoutent plus haut, hein? Ils restent sur une fréquence et ils écoutent sur une plage de fréquence plus haut. Et en écoutant votre fréquence d'appel, pendant que le DX écoute son correspondant, vous devez trouver là où il écoute parce qu'il se déplace. Et monter ou descendre, au petit bonheur la chance. Si vous avez de la chance, il faut voir comment il travaille. Soit il fait quelques QSO sur son split, puis il monte ou il descend. À vous de le suivre et vous avez un peu de chance, c'est bingo. Et vous êtes dans le log. Donc c'est pour ça que vous avez de temps en temps, mettons que 6DP est sur 14200, ben il va écouter de 14205 à 14220. Lui, il restera toujours à son émission sur 14200, mais il va écouter les stations. Et il va prendre qui il veut. Donc c'est pour ça que vous entendez parfois en HF du brouhaha. Un pile-up. Ce qu'on appelle un pile-up, sur sur un bloc de fréquence limité, quoi. Et vous entendez des gens qui appellent. Et alors, forcément, celui qui est la station DX, ben, il prend qui il veut. Quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt, c'est de ne pas avoir 100 stations sur la même fréquence qui écoutent. Et de ne rien, les stations, de ne rien entendre. Donc, en faisant un split, les stations entendent plus facilement la station DX qui n'est théoriquement pas couverte par quelqu'un d'autre, sauf pour ceux qui font des tunes, des shut-up, des QSY, et les autres sont répartis sur un bloc de fréquences différents pour que la station DX puisse avoir plus facile entendre, elle aussi, les contacts HF qu'elle veut faire. Mais si les pile-ups sont importants, il peut filtrer aussi par numéro, ou par continent, ou par pays même. Ouais. Par numéro, c'était le mieux. Oui, c'est le mieux par numéro. Évidemment, parfois, vous n'avez pas de chance, parce qu'au moment où ils arrivent au 6, la propa s'effondre. Ah oui. Ou bien tu arrives au 6, ils appellent le 7. Ah oui. Oui, parfois on n'a pas de chance. Disons que pour eux, je veux dire, on sort la station DX, mais elle divise par 10 le QRM. Hein. Oui. Au lieu d'avoir les 100 stations, on divise par 10, parce qu'il y a 10 numéros, ben, en moyenne, ben, il y a 10 fois moins de... Donc c'est généralement listen number one only, listen up number one only. Donc il écoute plus haut. Ou Europe number one. Ou Europe only. C'est encore plus filtré. Et alors en 80 mètres, c'est parfois en bas qu'il écoute. Au lieu d'écouter, puisqu'on est LSB, parfois il écoute en bas. C'est toute une gymnastique à avoir, donc il ne faut pas croire que votre antenne va mal si vous n'entendez pas le correspondant de quelqu'un que vous écoutez.
peut-être que la propagation fera que vous ne l'entendrez pas, mais écoutez pour voir si cette station-là, écoutez. listening up, ah ben vous saurez que vous allez un peu aller voir plus haut. D'où l'intérêt d'avoir parfois des émetteurs avec 2 VFO. Oui. De pouvoir garder la fréquence, continuer à écouter sur la fréquence du DX, mais aussi aller voir sur l'autre VFO où il écoute et où on pourrait émettre. Donc, un petit résumé, la liste qu'il vous faut, la liste des pays du XCC, la liste ITU, parce que vous avez parfois des indicatifs exotiques. Vous avez un 5P, par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est un OZ, c'est un... Un Eco 2. Un 2, oui. Thaïlande. Oui. Un Eco 29. Oui, il y a des particularités dans les préfixes. Face à l'encombrement des indicatifs attribués, certains pays donnent ou alors des indicatifs spéciaux. Comme je disais, P5 pour un Oscar Zulu. C'est pas courant, on se demande ce que c'est au départ, mais c'est un indicatif spécial. Donc et ça, vous le retrouvez dans la liste ITU. Alors, il vous faut chez vous la liste de ce que vous avez déjà fait. Il vous faut des outils, la carte, la planisphère, les infodisques que j'ai cités et des antennes directives. On ne tape pas des mouches avec du vinaigre. Il vous faut une carte en Mercator, une azimutale, parce que ça aide. Si vous n'avez pas les infos directement sous la main, vous pouvez tourner votre antenne avec un petit coup d'œil sur l'azimutale. Un soft de prédiction, pourquoi? Parce qu'en fonction de l'année, en fonction du flux solaire, en fonction de l'heure du jour, la propa change, le logiciel de prédiction va vous donner la fenêtre idéale pour vous. Et ça marche. C'est extrêmement juste. Il y a une photo d'une fenêtre d'ouverture. C'est au moment de l'ouverture, si vous êtes là, vous faites le QSO. Il faut être là au bon moment quand la fenêtre est prévue sur votre logiciel. Le cluster, évidemment, et un tableau personnel pour chaque expédition. Pourquoi? Si vous avez une expédition que vous voulez faire dans toutes les bandes, pour ne pas faire des doublons, un petit tableau avec cette expédition-là, c'est coordonné bien sûr, et vous cochez pour chaque bande le mode, la phonie, la CW, le FT8 ou le RTTY. Vous cochez chaque QSO, comme ça vous ne faites pas de doublons. Et vous savez, vous ne perdez pas de temps pour refaire quelque chose que vous avez déjà fait, donc vous allez vous attaquer à une nouvelle bande s'il est présent. Voilà le tableau en question que je vous citais. Vous marquez l'indicatif de l'expédition, son azimut, parce que comme ça vous l'avez sous les yeux, la date de fin, ce serait rien de continuer après, et 16 heures de lever et de coucher de soleil, ça vous permet de savoir, pour les bandes basses en tout cas, l'heure idéale directement. Si le soleil se lève à 3 heures du matin chez eux, vous levez à 2 heures du matin, vous risquez de le faire. Donc la liste ITU, vous l'avez. La liste des préfixes, elle est sur la RRL. Donc je me répète un peu avec tout à l'heure. Ça, c'est la liste ITU. Vous voyez de A à LZ, c'est pour les States. AMA, c'est pour l'Espagne, etc. Donc ça, les indicatifs spéciaux, vous risquez de les retrouver. Ça veut dire que les indicatifs commençant par AM, un chiffre, ou 2 chiffres, ou 3 chiffres, et puis la lettre A, suivie d'un ou deux autres lettres, ça, ce sera l'Espagne. Donc, il ne faut pas vous attendre à avoir un indicatif AMA4. Non, c'est AM, le chiffre, puis la première lettre du suffixe, c'est un A, jusqu'à l'attribution des AO, un chiffre ou 2 chiffres, et puis Z. Donc, c'est la plage de préfixes attribués. Dans ce cas-là, pour l'Espagne. Si on descend, on va prendre Oman, par exemple, A4A à A4Z. Mais là, vous aurez A4 comme préfixe, avec un chiffre, 2 chiffres, suivi de la lettre A, qui sera au Mans, jusque A4, un chiffre, 2 chiffres, avec Z. Mais ça peut être Z, ZAA, ZAB, ZAC, etc. Hein. Mais la première lettre du suffixe sera un Z. Donc c'est comme ça que ça fonctionne et comme ça qu'on lit ça. AXA à AXZ, AX, le préfixe AX, ce sera l'Australie, avec un chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, et puis la première lettre du suffixe 1A, et ainsi de suite, jusqu'à AX, un chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, Z, ZA, ZAA, etc. Donc vous avez pour la Belgique, je ne sais pas s'il y a, pour la Belgique, vous aurez ONA à OTZ. ON, un chiffre de AAA, AOT, Z, donc ça peut être OT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Z.
Voilà, ici les indicatifs habituels pour nous, c'est la liste DXCC qui se trouve à nouveau aussi sur les nouvelles DX de F6 à JA. Là vous avez les références, continent, zone ITU, zone OAS, zone ITU, les préfixes habituels pour nous, et là vous pouvez cocher ce que vous avez fait et vous pouvez voir également ce qu'il vous manque. Voilà la projection azimutale. La clinge, je n'ai pas su l'enlever, elle était dans le chemin. C'est une vieille azimutale qui est centrée sur l'onde, mais ça ne change pas grand-chose pour nous. Et ça vous donne directement l'azimut. Et les distances. Les distances jusqu'où? Non, il n'y a pas les... Oui, hein. Oui. Il y a des cercles concentriques. Oui, oui, oui. C'est jusque 20 000 km. Oui. Oui. Ici, vous avez la Belgique. Ne croyez pas que les États-Unis, vous allez le faire à l'ouest. Hein. Non, Vous 310. allez 300, alors, 310. vous allez le faire à 310. Oui, l'Alaska par exemple. Mais l'Alaska, vous allez le faire à 360. Il est au pôle Nord, l'Alaska, hein. pour vous. Hein. Et pas on se dit bien souvent les États-Unis, C'est comme, c'est c'est à comme le l'ouest. Japon. Si on regarde une carte plane, le Japon, il est à l'est. En réalité, il est à 30 degrés, hein, ou 35. Oui, le Japon est là, évidemment. On nous a menti. Alors, on ne vous a pas menti. Par rapport à nous. On ne vous a pas menti. Et ça s'appelle le short pass en radioamateur. Ouais. Donc pour le Japon, il est là. 310. Donc ça, c'est le short pass. Qu'est-ce que c'est le long pass? Ben, tout simplement, c'est la distance la plus longue pour atteindre le Japon. Japon dans ce cas-ci. Mais le long pass, ça passe par là. Comme la Terre est ronde, ben, ça repasse dans l'autre sens. On revient donc là et on arrive là. Ça, c'est le long pass. Donc le chemin le plus long. Le chemin le plus court, ben, forcément, c'est systématiquement la distance la plus courte. Au 31 000. On vous explique ça parce que ça a une importance au niveau de l'heure et l'endroit que vous voulez contacter. Vous ne ferez jamais un long pass sur un Japon à 2 heures de l'après-midi. Mais le matin, bien. Mais le matin, bien. Et ce qu'il arrive parfois, vous orientez long pass pour le Japon, donc vers le sud-ouest. Là, il y a un Espagnol qui appelle aussi, et si vous retournez vers le nord-ouest, vous avez l'Espagnol qui arrive, qui a fait le tour de la Terre et qui revient et qui vous fait un écho avec ce que vous entendez par l'arrière de l'angle. Oui, hein. Et quel est l'avantage du long pass ou du Il y a parfois que ça passe mieux par le long pass. Oui, oui, carrément. Ah oui, tout à Et il y a fait. des fois où tu entends une modulation légèrement métallique. Aurora, là. Voilà. Ça, c'est parce qu'on passe par le long pass. Non, non, quand on passe surtout vers le pôle Nord. Vers le Vers le pôle Nord, oui, pardon. Par exemple, parfois, on entend ça directement, même sans connaître l'indicatif. Quand on se bime vers le Nord, on dit, mais ça, c'est un Américain, Ouais. ou bien la Suède, ou un truc comme ça. Donc c'est en fonction de l'heure. Si tu veux faire très loin, en phonie, hein, on parle en phonie hein, ici, même en C, oui. Si tu veux faire le Japon ou tout ce qui est loin de ce côté-là, ben, le matin, ben, il vaut mieux aller en longue passe. 8-9 heures le matin. Oui. Oui. En 20 mètres. Mais ne fais jamais. Oui, tu auras. Il faut tenir compte aussi du fait que si c'est 8-9 heures, ben, tu ne vas pas essayer de faire. Tu vas essayer de voir pour faire un long DX plutôt que un européen, etc. Parce que l'européen, tu le feras à 11 heures, tu le feras à midi à 13 heures, ce que peut-être le japonais en longue passe, tu ne feras plus, quoi. Oui, un exemple, il y a très longtemps, au moment où le cycle solaire était à son maximum, un jour je fais un VK par l'ouest. VK là, je le fais par là, à minuit. Le lendemain à 6 h du matin, je le refais par l'autre côté, le même gars. Ça, c'est en 28 mégas. C'était au moment où le flux solaire était en très bonne forme. Ça, la planisphère, avec les zones CQ, il y a 40 zones CQ. Il y a une feuille qui circule parmi vous avec ça. Oui. Non. Oui. Donc planisphère, ça peut aider aussi avec les préfixes et les zones si vous faites le diplôme des zones CQ. Logiciel de prédiction de propagation. Quand vous avez choisi un DX, ben, il vous donne directement l'azimut, mais il vous donne aussi, c'est la sélection du pays, il vous donne l'azimut, il vous donne pour la puissance que vous allez utiliser et les antennes à gain que vous allez utiliser, il vous donne l'azimut long pass, short pass, il vous donne
par exemple, par le long passe pour creuser, il vous envoie pratiquement par le pôle Nord, mais il vous donne les fenêtres où l'ouverture est possible. Et comme je disais tout à l'heure, la crête verte, là c'est vraiment l'ouverture idéale. Pour le 17 mètres, j'ai fait l'essai à 8h51 Zulu. Eh bien, pour moi, c'est pas bon. Il n'y a que le 15 mètres qui reste bon parce qu'il est trop tard. Mais la propa était ouverte entre 5 et 6 heures Zulu. Donc, le lendemain, si la propa ne change pas, et en principe elle ne change pas comme ça brutalement, à cette heure idéale, je pourrais faire creuser dans la bande des 17 mètres à cette heure-là. Et vous savez qu'à 10 heures, vous pouvez aller boire votre tasse de café, parce qu'il n'y aura plus rien, sur 17 mètres du moins. Et ça, c'est fiable. C'est fiable à 100. Le nom du programme. ACE-HF. ACE-HF. Dans votre station, pour toutes les bandes, vous devez avoir un tableau avec tous les réglages rapides de vos appareils. Le PA, évidemment, et le coupleur, si c'est nécessaire. Puis là, c'est un rappel. En digital, la même chose quand c'est double, le split, en général 2 à 5 kg plus haut. En FT8, les expéditions sont en Fox Mode. Là, il faudra prendre le logiciel en main. Les expéditions en Fox Mode travaillent tout à fait différemment du trafic classique, dans le sens que lorsque la station DX vous prend, elle vous ramène sur sa fréquence et elle vous répond un peu plus haut qu'elle n'était, et vous allez répondre sur ce shift-là. Donc tout ça est piloté par le logiciel FT8 en mode expédition, en Fox Mode. Ça, c'est à prendre en main. Et en plus, ce sont généralement sur des fréquences qui sont décalées par rapport aux fréquences standards de FT8. Alors, c'est de la radio sans être de la radio. Moi, je peux faire du FT8 en cliquant sur ma souris pendant 2 heures comme ça. Oui. C'est tout. Je ne parle pas, je ne manipule que ma souris, sachant que le log est connecté avec le programme et que tout est envoyé dans le log une fois que le contact est fait, en automatique. Envoyé sur IQSL, sur LTW. Ouais. Oui, donc ça, c'est à découvrir pour... C'est à découvrir dans la pratique. C'est un mode impersonnel, mais c'est un mode qui est très prisé, très fort. En fait, le logiciel n'a pas été écrit pour ce qu'il fait aujourd'hui, il a été écrit pour faire du moon boons. Et finalement, tout le monde s'est accaparé ce logiciel, et ça marche tellement bien qu'il y a un engouement. C'est arrivé à un moment où il n'y avait pas beaucoup de propagation. Oui, tout à fait. Et les OM ont trouvé là une occasion, justement, de faire du DX plus facilement, avec des petites puissances. Avec des petites puissances qu'en phonie. Parce qu'en phonie, c'était devenu quasi impossible à un moment donné. Et ça ne nécessite pas l'apprentissage de la C double, ni des procédures normales. C'est le logiciel qui s'occupe de tout. Ouais. Ce qu'il faut faire, si vous faites des QSO en FT8, il ne faut pas rester sur la fréquence de la station que vous appelez. Vous cherchez un trou dans la chute d'eau, vous mettez là, ça marche. Tout en restant sur la même fréquence. Ah oui, oui. Il y a des... Ah oui, en écoutant... Comment peut-on trouver un trou pour émettre en restant sur la même fréquence? D'écoute. C'est la tonalité qui change. Au lieu de 1000 Hz, mais on va à 1200 Hz, ou à 1300, ou à 1400, mais on reste toujours sur la même fréquence. Mais chercher un trou pour... ça ne sert à rien d'appeler s'il y a un pilot pas possible. Vous cherchez un trou, à la limite vous attendez parce que... Dans la chute d'eau. Dans la chute d'eau, oui. Dans le waterfall. Voilà, QSL surprise. Je me lève un jour au matin, je vais chercher le journal, il y avait les étourneaux sur mon antenne, j'ai fait la photo, j'ai fait la QSL avec. Ça c'est génial. Il y a eu l'expédition à Bouvet qui a tourné court avec 19 000 QSO. Il y a eu une expédition précédente en 89, voilà la QSL. Et attention au copyright, j'ai eu l'autorisation pour un an, en noir et blanc, en 80 pour produire ça. Pour les QSL, le Lot of the World, évidemment, à découvrir. Vous balancez votre log, après vous êtes inscrit sur ce site-là, et si vos QSO matchent avec d'autres QSO qui ont été balancés dessus aussi,
c'est validé et de là vous pouvez valider vos diplômes sans envoyer les cartes comme on le faisait précédemment à la RRL ou chez Egbert ou N4KS qui les validait en fonction d'une liste que vous aviez envoyée à la RRL. C'est payant pour les valider, mais ça vous permet de matcher les QSO avant de les valider. Si vous voyez, j'ai déjà envoyé 2400 QSO et sur les 2400, il y en a 1900 qui correspondent, naturellement je n'ai pas envoyé n'importe quoi, mais il y en a 1900 qui correspondent avec d'autres QSO qui confirment mes QSO sur le site du Lot of the World. Et c'est la même chose que si on avait confirmé par carte QSL, sauf qu'on n'a pas le plaisir d'avoir une belle carte en retour. Et ça vous permet, lorsque vous validez vos cartes, vous les associez à un diplôme sur le site de la RRL, ça vous permet d'avoir votre situation DXCC par bande, par mode. Et comme je disais, l'Honor Roll, c'est les 340 pays, il y en a 338. Il y en a 346 contactés, pourquoi? Parce qu'il y a l'ancienne Allemagne de l'Est, il y a l'ancienne Tchécoslovaquie, il y a l'ancienne Yougoslavie, c'est tous ces pays-là qui sont abandonnés, qui ont été remplacés par d'autres, et pour lesquels il a fallu à nouveau refaire les QSO. Mais donc il y en a plus de contactés qu'actuellement actifs, mais ils ont été contactés, ils ont été comptabilisés. Donc ça s'appelle LOTW, Lock of the World. Alors, si vous êtes intéressé à vous inscrire, je veux bien vous aider à configurer, parce que vous allez peut-être poser la question de dire mais comment sait-on que c'est vraiment moi qui l'ai envoyé et pas quelqu'un d'autre? Ben, tout simplement parce qu'il y a des codes de sécurité informatique. Mot de passe, etc. Il y a un fichier que tu dois avoir sur ton ordinateur. Voilà, Oui. ça. Oui, ça permet donc de valider les diplômes. Ici, le WAS 160. Il y a 40 zones. Jean-Pierre les a toutes. Moi, j'en ai 36. Et voilà les 36 zones contactées en 160 mètres. Autre fichier intéressant, les fichiers ADIF. Tous les logiciels de log qui contestent génèrent un fichier ADIF qui reprend toutes les coordonnées du QSO. Et c'est un format international. C'est un format un peu compliqué parce que chaque champ de chaque enregistrement est précédé de sa correspondance universelle, je vais dire. Donc, on va voir ça plus loin. Voilà un extrait du log en test. Vous avez call, mais le call, donc le call plus le nombre de caractères. Et chaque champ est défini par ses caractéristiques avant d'exister. Donc ça permet à tous les logiciels qui savent décortiquer ce style de fichier-là d'être compatibles. Et tous les logiciels de log, de contest ou de log classique dans votre machine peuvent générer ces fichiers ADIF. De toute façon, les coordonnées des infos du QSO peuvent se réduire à la plus simple expression, et à ce moment-là, c'est tout à fait compatible dans différents serveurs. Reviens en arrière. Oui, je vais essayer, voilà. Donc là, le call du correspondant en 4 lettres, c'est NF3R. Il est dans un QTH locateur composé de 4 lettres, 4 caractères FN20. Le mode, 3 lettres FT8. Il a envoyé 0,3, parce que de toute façon, un report en FT8, c'est toujours plus de chiffres ou moins de chiffres. Il a reçu plus 6, donc il y a toujours 3 caractères. Il l'a fait quand? Alors, très souvent, c'est la date, oui je dis bien, au format américain. Donc la date c'est 8 caractères, c'est jamais autre chose que 8, l'année, le mois, le jour. À quelle heure? 6 caractères, heure, minute, seconde, à 6h03:45 UTC. N'oubliez pas qu'on change d'heure l'hiver et l'été. La date de fin, ben, c'est la même en général, donc là c'est pas inutile. La date à laquelle il a arrêté le QSO, on va dire, c'est à 6h08:02. Donc sa durée, il a commencé à 03 et il a terminé à 08. Ça veut dire qu'il a dû appeler souvent ou qu'il est allé boire sa tasse de café avant de le faire. Sur la bande 160 mètres, sur quelle fréquence? 1840, 862, là il y a 8 caractères. Et c'est qui l'a fait? Ben, c'est ON6YH.
Pourquoi est-ce qu'on met ça? Parce que dans le même fichier ADIF, on peut avoir plusieurs indicatifs. Et alors, il triera lui-même en fonction de l'indicatif. Donc, systématiquement, il le fait avec son indicatif lié au N6YH. Donc, ça, c'est un QSO. Voilà. Ça, c'est un QSO dans la diff. Ça, ce sera également un QSO. Et ça, ce sera également un QSO. Donc là, il y a 3 QSO qui sont mis dans un fichier ADIF. Et alors, il le reconnaît comme étant le programme ADIF Master dans la version 2.9. Et le fichier a été fait le 20 janvier 2020. Voilà l'identification de ce fichier. Alors pour travailler dans ces fichiers ADIF, il y a un logiciel très bien fait par un russe qui est ADIF Master. Vous avez le site internet et ce fichier vous donne directement un tableau qui est compatible en Excel. Vous pouvez le sauver en CSV et de là vous faites tout ce que vous voulez avec votre fichier, avec votre log. Vous pouvez à partir de là, évidemment si vous n'avez pas le lien sur votre logiciel de log, vous pouvez générer des étiquettes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ça. Très utile ce logiciel et très pratique. Vous pouvez sélectionner une partie, vous pouvez supprimer des champs, vous pouvez faire tout ce que... Vous pouvez éditer aussi, si vous vous rendez compte que dans votre log il y a une erreur qui a été faite sur l'indicatif, vous pouvez passer par là, corriger l'indicatif, ce qui n'est pas toujours facile dans certains logiciels. Alors les diplômes, vous avez le DXCC, 100 pays, ici c'est en 160 mètres. Le 5 bandes DXCC qui a encore la cote, je ne pense pas, c'est dans les années 80, les 5 bandes de base, 100 pays dans chaque bande. Le 160 WAS, les 40 zones CQ en WAS à partir de 30. Oui. De 30. Oui, donc ici il y a 36 zones sur les 40 en 160 mètres. L'honor roll, dont j'ai parlé au début, et le WAS, donc tous les États des États-Unis, c'était en 91, en CW. Voilà, un rapide survol. Alors,